Bien, dans cette seconde partie, puisque vous avez réussi votre quiz, nous allons aborder l'entretien motivationnel. Et comme je vous l'ai dit dans la première partie, tout le monde n'a, toutes les personnes aidées, toutes les personnes que vous allez avoir, ne vont pas forcément désirer immédiatement changer de comportement, même si c'est le problème et les besoins qu'ils ont au moment où ils viennent vous l'exposer. Il y a un moment à tout. Alors, quelle est la définition de l'entretien motivationnel? Eh bien, j'ai repris les définitions de Milner et Rolnick. Elles sont importantes, donc c'est une méthode de communication directive ou semi-directive. Donc, vous voyez, on est exactement dans le même contexte que la brève communication relative à la sexualité. Centrée sur l'aider, évidemment, qui vise à augmenter ses motivations intrinsèques, mais cette fois-ci au changement, en explorant l'ambivalence et en travaillant sa résolution. Donc la différence qu'il y a avec la brève communication relative à la sexualité, c'est justement l'exploration de l'ambivalence et ensuite de mettre en place des résolutions qui sont beaucoup plus complexes. Les objectifs de cet entretien, donc, comme on l'a vu, en dehors de la motivation, c'est le porter à agir par lui-même. C'est explorer ses ambivalences et redonner à l'aider une estime de soi, renforcer sa maîtrise de soi, se reconnaître et le mettre sous le contrôle de sa vie. C'est ce qu'on appelle l'empowerment, mais je vous rappelle, c'est ce qu'on avait décrit comme technique efficace et comme base pour changer de comportement. Alors, il y a un esprit à l'entretien motivationnel et ça, c'est extrêmement important. Vous a rappelé qu'on avait parlé dans l'analyse transactionnelle des états du moi, c'est-à-dire il n'est pas question de se mettre dans un parent et de mettre les dés soumis dans une position d'enfant. On doit être adulte à adulte. Donc on est un partenariat assertif, positif, hein, dans lequel les deux sont gagnants dans ce dialogue de l'aider. Donc un entretien motivationnel, c'est un véritable partenariat gagnant-gagnant. OK+, OK+. Votre part, vous ne devez pas avoir de jugement sur les propositions qui vont vous être faites par l'aider. Donc un non-jugement, à condition bien évidemment qu'on respecte les droits humains. On a vu que ça c'était une base et donc que les valeurs soient respectées. Vous allez aider la personne qui est devant vous, évidemment, puisque vous êtes un professionnel du technique d'entretien et vous allez lui permettre d'évoquer des ressources. Parfois, vous allez lui demander l'autorisation de lui donner des conseils. Et en fait, vous êtes totalement tourné vers lui, c'est-à-dire qu'il va falloir que vous laissiez vos propres problèmes en dehors de la consultation ou de l'entretien que vous avez avec la personne aidée. Pour l'amener dans ces étapes de changement de comportement qui ont été très bien décrites par Prochka et Di Clemente dans les 6 étapes suivantes. Une précontemplation, l'aider n'est pas est là à vous dire ses besoins et ses attentes, mais la brève communication suffira et il n'a pas envie du tout, pour l'instant en tout cas, de changer de comportement. Il sait que ça ne lui convient pas, mais il ne sait pas quoi faire. Il ne veut pas en tout cas changer parce qu'il a certainement plus d'avantages à avoir ces comportements qui sont peut-être à risque et qui sont un désagrément puisqu'ils viennent vous voir. C'est la précontemplation. Et puis, si vous restez accueillant, il peut revenir vous voir et là être en contemplation en disant « Oui, je sais que je souhaite changer de comportement, je me sens prêt. » Et donc là, il va falloir travailler les émotions et les sentiments, notamment « Je me sens prêt, mais vous savez, mais. » Et donc, quand on commence « Ah oui, oui, je suis prêt à changer de comportement, mais. » D'une part, on est dans le stade de contemplation et il faut arriver à je ne sais pas comment faire. Et là, ça veut dire qu'il va être dans le stade de la décision. C'est-à-dire, il ne sait pas et il vous demande comment il pourrait y arriver. Alors attention, ce n'est pas à vous de lui dire, évidemment, mais vous allez lui reformuler et donc vous vous sentez perdu, ou vous doutez de vous-même, et vous allez immédiatement après faire une reformulation positive. Et à quoi avez-vous pensé? Ou quelles pourraient être vos solutions? Ou quel comportement serait-vous? Vous voyez, donc après une reformulation de « je ne sais pas », qui est plutôt une émotion, je dirais, complexe, négative, amener l'aider dans une pensée positive pour l'amener à un processus d'abord mental
d'élaboration d'une solution sous son contrôle, et ensuite on va s'assurer avec lui que ce processus mental peut être un processus comportemental réalisable, concrétisable, mesurable, en harmonie avec son environnement, pour qu'il puisse changer, donc étape d'action, nous allons voir, le maintenir, et puis souvent, malheureusement, l'environnement fait que l'on rechute par rapport à des comportements qu'on a parfois commencé à réussir, et donc vous restez, du fait que vous ayez été accueillant, que vous ayez été un partenaire, que vous ayez été aidant par les vocations, et que vous ayez été complètement tourné vers votre personne aidée, ben, il reviendra vous voir pour re-rentrer dans ce cercle que très bien décrit de changement Prochka dit Clémenté, et souvent il revient pour prendre des décisions différentes, agir différemment, revérifier et que vous l'aidiez à maintenir. Nous allons donc maintenant vous présenter dans cette diapositive l'outil clé, cette fois-ci, après avoir reformulé l'émotion, et après l'avoir reformulée en positif, je vous rappelle. Donc on est dans le stade où on est entre la reformulation des émotions profondes, complexes, et le stade de prise de décision. On est juste entre les deux. Et c'est cette partie-là qu'on appelle l'entretien motivationnel. En effet, vous allez travailler avec la personne aidée sur ces changements, intérêt ou pas intérêt à changer. Donc, en positif, ce qui est mis évidemment en vert, c'est vous allez travailler sur les avantages au changement. Quel avantage il va en tirer et quel inconvénient il aurait à rester dans ce comportement dans lequel il est en colère, il a peur, il est effrayé, etc., puisqu'il vient vous demander de l'aide et qu'il est prêt à changer. Donc ça, c'est les parties positives. Et naturellement, il va, comme il vous dit, je ne sais pas, au début, il va vous dire, mais vous savez, d'accord, je prends des risques, mais gros avantage pour moi. Et puis, si je change de comportement, ben, ce n'est pas sûr que je puisse obtenir de ce que je veux de mon partenaire, de mon environnement. Donc au début, dans je ne sais pas, il va vous présenter plutôt la partie négative du changement de comportement, même s'il a envie. Et donc c'est à vous de l'amener dans cette partie positive que vous voyez verte ici, qui est quel avantage j'aurais vraiment à changer, quel inconvénient je laisse derrière et quelle solution je vais trouver réalisable et concrétisable. Cette partie-là est extrêmement rapide si vous savez bien travailler en positif et être toujours en partenariat avec la personne que vous aidez. Quelles sont les petites questions que vous pouvez avoir ou quelles sont les petites phrases qui vous permettent de passer de l'un à l'autre? Quand une personne est dans la précontemplation, la consultation va s'arrêter ou l'entretien va s'arrêter assez rapidement. Toutefois, vous allez quand même laisser lui semer un doute pour qu'il puisse réfléchir et à un moment, éventuellement, avoir envie de changer. Dans la notion de contemplation, où il vous a dit « je ne sais pas », eh bien, vous allez commencer à travailler avantages et désavantages sur cette balance que l'on vient de voir. Et parfois, ça s'arrête là, et l'entretien motivationnel ne va pas jusqu'au bout, et la personne peut venir vous voir, mais parfois assez rapidement, il a le sourire, et il y voit quand même plus d'avantages que de désavantages à changer de comportement à ce moment-là. Vous commencez à l'aider à passer à la notion de décision. Et là, je vous rappelle les outils que je vous avais présentés. La balance de décision, c'est « je veux y aller et j'envisage mon environnement et je peux le faire ». Et donc là, on est en positif et il y a une grosse différence entre ce que je voudrais faire, ce que je désire, et ce que je peux réellement réaliser. Il y a les autres, il y a l'environnement. Et là, ça rentre en place et donc il va falloir que vous l'aidiez à trouver ces solutions. C'est ça l'action. Et puis ensuite, à les maintenir sur le temps. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'il revient vous voir en disant « vous savez, ça n'a pas marché » ou finalement j'ai repris des comportements qui ne me conviennent pas, eh bien vous allez l'encourager, mais vous savez, vous avez réussi un certain temps, vous avez trouvé des solutions, peut-être qu'on peut revoir ensemble, nous pouvons revoir ensemble, partenariat, en positif, des actions qui peuvent plus tenir dans le temps et vous rendre heureux. Donc, en fait, vous êtes dans ce qu'on appelle des comportements de partenariat dans lequel il va y avoir des reformations, des reformulations, des reflets avec la personne aidée et vous allez le valoriser étape par étape. La construction de cette motivation, donc on l'a compris, c'est semer le doute, hein,
ébranler les certitudes, avoir des motivations intrinsèques, c'est-à-dire des ressources que l'aider a sous son propre contrôle, et je vous rappelle, dans « je veux », lui donner l'envie de le faire, « je peux », qu'il se sente capable, et « je suis prêt », c'est-à-dire que j'ai analysé l'environnement pour réussir ma motivation. Donc vous avez le plus souvent votre propre sexualité et la personne que vous allez aider a sa propre sexualité. Les deux ont des sexualités dynamiques. Elles ne sont pas stables dans la vie et elles évoluent. Donc il va y avoir des risques de transfert. C'est quoi un risque de transfert? C'est lorsqu'une personne réagit à une autre personne comme si cette dernière était une autre personne, une troisième personne. Et souvent, eh bien, vous, le professionnel, vous allez faire le reflet peut-être du père, de l'amant, de la maîtresse, d'une personne qu'il aime ou qu'il n'aime pas, dans le passé de la vie de la personne qui est devant vous. Et ça, cette personne va donc émettre des émotions à votre égard, des sentiments complexes à votre égard. Alors, qu'est-ce que le contre-transfert maintenant? Eh bien, c'est faire face à ces références et aux réactions émotionnelles que va exprimer l'aidé et la position que vous allez avoir, votre posture en tant qu'aidant. Et donc là, il est extrêmement important d'être clair avec soi-même, d'avoir réglé ses propres conflits. Et là, je vous réfère à ce que je viens de vous dire pour qu'il y ait justement la bonne distance bienveillante entre l'aidé et vous. Notre attitude dans ce cadre-là, je vous le rappelle, le respect, être authentique, avoir de l'empathie, toujours être précis et spécifique. Vous êtes un acteur de santé. Et donc, penser la santé sexuelle, c'est penser dans une approche globale et transversale et non plus à travers les pathologies. Vous connaître avant d'aider l'autre à avancer, même si vous n'êtes ni psychologue, ni thérapeute, ne serait-ce que aider étape par étape, c'est d'abord vous connaître vous-même pour pouvoir aider cette personne. Eh bien, toutes ces techniques vous ont permis de tomber pour l'aider, à lui permettre de rechercher ses propres leviers dans le cadre d'un bien-être à la santé sexuelle, de clarifier entre confiance et protection ou non-rapport, d'anticiper et mieux gérer ses prises de risques et son avenir, de mettre en œuvre des comportements, parfois de prévention, pour des relations plus satisfaisantes, d'être conseillé et orienté en fonction des besoins. C'est notre dernier quiz. Merci.